on a créé le CSE, eh bien, parce que le constat, et dans le privé comme dans le public, c'était le même, le constat. Euh, on allait en CHSCT à la base d'un ordre du jour déterminé, avec des élus déterminés et avec des débats qui s'y déroulaient. Et puis, eh bien, le lendemain, on allait en comité technique avec le même ordre du jour, avec les mêmes élus, et au final, les mêmes débats s'y déroulaient. C'était un constat. Je pense que vous partagez ce constat ici. On s'est dit donc, on va créer le CSE pour notamment mettre fin à cette redondance et en fin de compte à cette perte de temps. Parce que dans certains établissements, on passait un jour à répéter des débats qui s'étaient déroulés la veille déjà. Donc on a créé le CSE. Mais aujourd'hui, l'inquiétude des établissements, c'est aussi de se dire comment je fais pour ne pas retomber dans cette redondance. Le CSE répond à cette question. Et vous allez voir, on va y répondre. Et l'enjeu aussi pour vous, c'est de bien définir au sein du règlement intérieur du CSE les éléments dans lesquels les débats seront portés. Hein, c'est-à-dire que aborder dans le cadre du CSE, dans le cadre du règlement intérieur du CSE, le fait que eh bien, les compétences sont réparties, le fait que chacun eh bien, a un pouvoir dans tel domaine, que si tel sujet doit être présenté en formation spécialisée, mais que eh bien, la formation ne va pas se réunir, que c'est le CSE qui se réunit la prochaine fois, c'est le CSE qui va le faire. Et surtout, préciser, comme le décret le fait, le décret du 3 décembre 2021, que dans cette situation-là, eh bien, l'avis est réputé avoir été rendu. Parce qu'auparavant, on demandait un avis du CHSCT, un avis du CT. Aujourd'hui, on demande un avis du CSE. Et la formation spécialisée, c'est la formation du comité. Elle est en son sein. Donc, on va revenir là-dessus, mais je sais que c'est le point de cristallisation. C'est le point en général euh, qui, euh, qui est important pour chacun de bien pouvoir délimiter les compétences CSE, formation spécialisée, pour éviter de retomber dans les travers précédents. Et je ne manquerai pas de vous rappeler à chaque élément ce qu'il en est pour chacune de ces choses. Alors, voyons ensemble aussi les éléments pratiques en ce qui concerne le CSE. Vous le savez, et là, il n'y a pas de grande surprise sur ces points-là, que eh bien, c'est le décret du 3 décembre 2021 qui nous donne tous les éléments relatifs au CSE, à l'organisation du CSE, à ses compétences, à son fonctionnement, mais aussi eh bien, des éléments en ce qui concerne les élections professionnelles en CSE qui se déroulent le 8 décembre 2022. C'est dans ce décret-là qu'on va avoir tous ces éléments. Dans le Code de la santé publique, on a les références encore au comité technique, parce qu'il existe encore jusqu'au 8 décembre. Et donc, ce sera au 8 décembre que vous pourrez commencer à réunir les représentants au sein du comité social pour qu'ils puissent commencer à émettre des avis sur les compétences qui sont les leurs. Euh, donc, sur ce point, je pense que il n'y a pas énormément de débat. Vous avez déjà dû lire le décret toutes et tous. Euh, il ne fait pas forcément grand débat. Il est en général plutôt bien fait. Ouais. Là, on l'a beaucoup lu avec Florent sur beaucoup de sujets. Et donc, comme je vous le disais, il va aborder à la fois la question du fonctionnement du CSE, mais aussi de la composition hein, des membres qui sont présents. Et à travers la composition, nécessairement, on doit revenir sur certains éléments qui concernent les élections professionnelles, puisque eh bien, la composition est déterminée à l'appui, notamment du calendrier des élections, du rétro-planning. Hein, c'est-à-dire que on va pouvoir procéder à la composition du CSE sur la base de ce qui a été déterminé à travers l'ensemble du calendrier des élections professionnelles. Alors tout d'abord, peut-être fixons-nous sur un élément, hein, c'est que, et vous le savez certainement, vous avez déjà dû, il y a bien longtemps, euh, en juin, à minima, en avril, je dirais même, eh bien, commencer à avoir ces premiers éléments.
puisque, en fonction de la taille de l'établissement, on va déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel qui vont pouvoir siéger en CSE. Hein. Donc, si on a un établissement de 600 agents en termes d'effectifs, on va avoir 10 représentants titulaires et donc 10 suppléants. Dans les établissements publics de santé, pas ceux qui sont médico-sociaux, dans les sanitaires, on aura un représentant élu de la commission médicale d'établissement qui sera désigné par la commission médicale d'établissement pour siéger aussi en CSE. Donc, on détermine le nombre de titulaires et forcément de suppléants en raison de l'effectif déterminé au sein de l'établissement. Cet élément-là, vous le savez, il a dû être fait il y a quelques temps. Il a dû être fait il y a quelques temps, puisque ces éléments-là ont pu être déterminés quand il était temps de déterminer les effectifs. Mais l'élément important, c'est que, quand on détermine l'effectif, c'est de ne pas confondre, la notion d'effectif avec la notion de liste électorale. Puisque, et certainement que vous le savez, je le reprécise seulement, c'est que la détermination des effectifs, elle va nous permettre de déterminer le nombre d'élus qu'on va pouvoir avoir au sein de notre CSE. Hein. C'est-à-dire qu'on va déterminer quel est notre effectif au 1er janvier de l'année. Et on devait déterminer cet effectif, comme vous le savez, en avril. Au 8 avril 2022, on devait déterminer notre effectif pour pouvoir se concentrer sur le nombre d'élus qu'on va pouvoir nommer en CSE. Cette détermination de l'effectif qu'on devait faire à cet instant et l'effectif présent en sein de l'établissement au 1er janvier de l'année, il était là pour principalement calculer les élus présents en CSE et pour déterminer les parts respectives de femmes et d'hommes. Donc, être en mesure de déterminer ces deux éléments, c'était ça, le but de définir cet effectif, déterminer ce nombre de sièges à pourvoir au sein de l'instance et déterminer la part respective de femmes et d'hommes. C'était les deux seuls buts de l'effectif, et comme vous le savez, en avril, il était temps de le déterminer, et en juin, il était temps de l'afficher. Alors certes, il y a eu des points de cristallisation sur la différence entre les deux. Entre la détermination et l'affichage, il y a eu des débats, mais principalement la détermination, c'était fait aussi pour savoir ce qu'on faisait des établissements qui étaient rattachés aux nôtres et qui n'avaient pas les effectifs suffisants aussi pour créer des CSE. Il fallait que l'ARS puisse centraliser tous les éléments sur ces points-là. Et puis, on avait aussi les représentants du personnel qui pouvaient être amenés à discuter certaines notions d'effectifs. Donc, ça pouvait aussi être intéressant de transmettre ces éléments entre avril et juin pour tout ça. Voilà, surtout les éléments qui peuvent être nécessaires à avoir en tête par rapport à cette détermination des effectifs qui, je le répète, devait déjà être fait il y a quelques temps. Mais par contre, je vous parle de cet effectif et du calcul de l'effectif pour vous dire qu'il ne sert qu'à déterminer le nombre de sièges à pourvoir et déterminer la part respective de femmes et d'hommes. C'est-à-dire que ce deuxième élément, vous le savez bien aussi, nous permet de savoir exactement si on est dans un ratio particulier de femmes et d'hommes. En général, dans tous les établissements de la fonction publique hospitalière, on va avoir 80% de femmes, 20% d'hommes. Et donc, sur les listes électorales, on devrait avoir
80% de femmes, 20% d'hommes aussi, à peu près. Hein. Et j'imagine que les ratios chez vous ne sont jamais sur des nombres entiers. Hein. Donc, dans ces cas-là aussi, on détermine le nombre entier supérieur. Si on est à 7,8, bon, bah, on peut aller à 8, on peut aller à 7,5. Voilà. Et jamais une exigence pile là-dessus aussi. On va à l'entier supérieur pour pouvoir déterminer cette part respective de femmes et d'hommes au plus proche. Alors, je vous rappelle ces éléments hein, parce que effectivement, c'est apprécié au 1er janvier de l'année, déterminé 8 mois avant, donc je l'ai dit en avril, et affiché 6 mois au plus tard avant la date du scrutin, hein, donc pareil, au 8 juin. Euh, C'était un peu le but de ces déterminations des effectifs, alors que par contre, ensuite, on a la liste électorale. On a la liste électorale qui, eh bien, là, pour le coup, peut reprendre euh, en partie les effectifs, en grande partie, il va reprendre ce qui nous a permis de déterminer les effectifs au sein de l'établissement. Mais par contre, hein, la liste électorale, vous le savez bien, ne sert que à déterminer la liste sur lesquelles les agents qui peuvent voter sont inscrits. C'est-à-dire que dans les effectifs, peut-être qu'il y en a qui ne peuvent pas voter et qui sont pris en compte dans les effectifs. Donc les effectifs ne correspondent pas exactement à la liste électorale. Et là, pour le coup, eh bien, la liste électorale a son importance parce que eh bien, ça permet à chacun de vérifier qu'il est bien inscrit sur la liste et qu'il est bien admis à voter. C'est une liste qui permet de déterminer le nombre d'agents et qui permet de voir qu'ils sont en mesure de voter au CSE. C'est dans le décret du 3 décembre 2021, on nous dit que, eh bien, sur cette liste électorale va figurer les agents qui sont pris en compte dans l'effectif, qui sert de base à déterminer le nombre de sièges à pourvoir. Hein, c'est-à-dire que, en gros, l'effectif se recoupe assez largement en général euh, le, la, avec la liste électorale. Mais, eh bien, certains de ceux qui ont été pris en compte au 1er janvier de l'année pour déterminer le nombre de sièges à pourvoir dans le CSE ne vont pas nécessairement toujours être sur la liste électorale, être électeurs. Et l'inverse aussi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas été prises en compte dans les effectifs qui vont pouvoir être prises en compte dans la liste électorale. Puisque d'abord, cette liste électorale, elle est déterminée 60 jours avant la date du scrutin et non pas déterminée 8 mois avant comme les effectifs et affichée 6 mois avant. Et ensuite, eh bien, la personne, l'agent qui eh bien, acquiert la qualité d'électeur en cours d'année et même la veille du scrutin peut être inscrit sur la liste. Parce que le décret nous dit que la qualité d'électeur, elle est appréciée à la date du scrutin. C'est-à-dire que c'est au jour du scrutin si on sait que quelqu'un est électeur. Donc la liste électorale peut changer jusqu'à la veille du scrutin pour qu'à la date, on ait une liste qui soit claire. Donc, on va l'afficher, elle va être vérifiée. Et l'intérêt de le faire, c'est de savoir qui est en mesure de voter, si on a la capacité, etc., de voter. Mais par contre, si on a une personne qui acquiert cette qualité d'électeur à la veille du scrutin, eh bien, il pourra être intégré dessus. Donc, c'est vrai que ça, c'est un sport qui est envisageable hein, dans vos établissements, de devoir réintégrer des personnes dans la liste électorale. Mais du coup, c'est aussi quelque chose qu'il faut prévoir en amont de l'organisation des élections, à se dire, bon, je ne sais pas, hein, ça dépend des mouvements qui ont lieu au sein de vos établissements. Vous avez l'expérience dessus, vous pouvez prévoir tout ça. Mais eh bien, si vous avez des sujets réintégration, des sujets départ, mobilité au sein de l'établissement, on peut peut-être mettre une pause 2 semaines avant le 8 décembre, hein, 2 semaines avant la date des élections, une semaine, hein, ça dépend de la taille de l'établissement et des mouvements qui s'y exécutent, mais potentiellement, vous pouvez essayer d'aller sur ce terrain, de mettre un peu en pause ces différents éléments de mobilité pour éviter de devoir trop changer la liste électorale. Parce que même si vous mettez
de côté ces mouvements pendant 2 semaines, une semaine, 2 semaines, vous aurez peut-être une ou deux personnes qui devront être ajoutées à la liste électorale. Après, vous savez que dans tous les cas, des quelques personnes que vous seriez amenés à ajouter à la liste électorale jusqu'à la veille du scrutin, d'une part, c'est pas ces personnes-là qui vont forcément déterminer les effectifs, mais surtout, ayez bien toujours à l'esprit que ça ne sera pas nécessairement un motif d'annulation. Hein, ce ne sera pas nécessairement un motif d'annulation des élections professionnelles, puisque en général, le juge considère que eh bien, une élection professionnelle peut faire l'objet d'une annulation dès lors que des éléments ont été susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin. Hein, et en général, cette manière d'apprécier l'altération de la sincérité du scrutin par le juge administratif, c'est de considérer que une liste qui n'a pas pu présenter ses électeurs a un nombre d'écarts de voix trop faible par rapport à la liste qui lui est directement supérieure. Et donc, le fait que ces électeurs n'ont pas pu voter a joué un rôle sur l'issue du scrutin, sur les résultats, sur l'attribution des sièges. Et donc, eh bien, cette liste électorale pourrait obtenir, cette liste de candidats pourrait obtenir l'annulation du scrutin parce que le fait que quelques électeurs n'ont pas voté a pu altérer la sincérité de ce scrutin. Hein, donc là aussi, hein, il faut toujours prendre les choses de manière assez relative, puisque si on peut s'inquiéter du déroulement à chaque fois hein, des élections, si on peut s'inquiéter de chacune des étapes, notamment de celle-ci que j'aborde là, hein, le fait de déterminer les électeurs, eh bien, il faut relativiser avec cette notion de l'altération de la sincérité du scrutin. Il faut vraiment qu'il y ait un gros écart de voix. Hein. Et vous verrez, je vais vous prendre un exemple après sur notamment des élections et on pourra voir ça ensemble et vous verrez concrètement en quoi parfois ça ne peut ne pas altérer la sincérité du scrutin. Alors, je vous ai mis aussi des éléments hein, sur les personnes les agents qui peuvent être considérés comme électeurs au sein d'un établissement, les fonctionnaires titulaires en activité, congé parental ou en détachement. Hein, donc, dans les 3 positions d'activité classiques de la fonction publique, donc pas la 4e, hein, la disponibilité, bien sûr, vous le savez, ne peuvent pas être électeurs, donc inscrits sur la liste électorale. Les stagiaires aussi, activité congé parental, peuvent faire l'objet d'une inscription. Les agents contractuels, droit public et droit privé, qui soient en CDI ou en CDD. Par contre, si ces agents contractuels sont en CDD, eh bien, il faut que leur CDD soit d'une durée de plus de 6 mois et qu'ils aient atteint cette ancienneté de plus de 6 mois depuis au moins 2 ans. Ça, c'est important pour l'inscription sur la liste électorale. Et ils doivent, ces contractuels, exercer leur fonction au sein de l'établissement. Si eh bien, ils sont en situation d'absence, leur absence doit être un congé rémunéré. Hein, s'ils sont placés en congé sans traitement, notamment en termes de droit à congé maladie ou congé sans rémunération pour convenance personnelle, hein, l'équivalent de la disponibilité pour un fonctionnaire, s'ils sont dans l'une de ces situations administratives et contractuelles, eh bien, ils ne seront pas inscrits sur la liste électorale. Le texte nous dit bien que ce sont les agents contractuels qui sont éventuellement en congé rémunéré ou en congé parental. Donc, le seul congé non rémunéré du contractuel qui lui permet l'inscription sur la liste électorale, c'est le congé parental. Bien entendu, les agents mis à disposition des organisations syndicales ou ceux qui sont mis à disposition ou détachés dans un groupement d'intérêt public ou dans une autorité publique indépendante peuvent aussi voter au sein du CSE. Effectivement, merci pour la correction, spectateur anonyme. C'est pas 2 ans, mais c'est bien 2 mois. Excusez-moi, ma langue a fourché, mais il y a bien écrit 2 mois. Hein, excusez-moi. Merci de la précision. Et donc, voilà un peu qui peut être effectivement électeur au sein du CSE, qui peut être électeur au sein du CSE parmi toutes ces personnes. Et vous le savez, eh bien, au sein du comité social d'établissement, eh bien, l'élection se déroule à la proportionnelle, hein, c'est-à-dire qu'on va déterminer
le nombre de sièges pourvus par chacune des listes candidates en fonction du nombre de voix qu'elle a obtenues. Sur la base du scrutin de liste, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir ces listes de candidats qui vont être présentés, qui vont obtenir un certain pourcentage des suffrages, en sachant que dans les petits établissements, on va plutôt opter pour le scrutin de sigle, où, en fin de compte, hein, je ne sais pas si l'un des établissements présents aujourd'hui dans ce webinaire va adopter le scrutin de sigle. Ce scrutin, principalement, c'est celui qui permet de voter pour une étiquette, pour un sigle, en fait, pour, une, comment dire, pour un syndicat, et non pas pour des noms particuliers. Et donc, eh bien, c'est ce scrutin-là qui va pouvoir être fait dans les petits établissements. Et ensuite, eh bien, pour déterminer l'élection, on va appliquer les deux méthodes que vous connaissez, j'imagine. Hein, s'il y a 4 ans, vous avez déjà pu mener une organisation des élections. Je sais que tous les 4 ans, les organisateurs d'élections se reposent la question de savoir comment on détermine ce quotient électoral et qu'est-ce qu'on calcule à la plus forte moyenne. C'est pour ça que je vous propose qu'on puisse revoir ça ensemble rapidement, mais pour vous remettre à l'esprit ce qu'il en est de cette méthode de calcul. Alors, Monsieur Den, j'ai bien vu certaines questions qui figurent. Pour celle-ci, je vais y répondre à la fin. On va y répondre à la fin parce qu'elle mérite quand même qu'on puisse faire un raisonnement en plusieurs étapes. Donc, je reviendrai dessus. Je poursuis seulement sur l'application de ces éléments-là. Vous me dites si vous êtes encore là à la fin, aux alentours de 10h30, comme ça pour que je puisse vous répondre là-dessus. Alors, Madame Audin, pour le coup, la question, y a-t-il une échéance pour la réception des sigles? Dans le décret de 2021, je n'ai pas vu d'éléments sur une échéance pour la réception des sigles, mais à mon avis, on va rester sur le délai pour la liste des candidats. J'irai moi dans ce sens-là, mais je crois que dans le décret, on ne donne pas des éléments sur cette échéance particulière. Alors, je reviens sur ces éléments-là pour pouvoir revenir sur l'application du quotient électoral et de la plus forte moyenne en prenant un exemple d'un établissement de 5000 agents. Alors, spectateur anonyme, pour récupérer le diaporama, eh bien, ce sera l'ANFH qui mettra en ligne le diaporama ainsi que le replay du webinaire. Alors, reprenons justement sur la détermination du nombre de sièges à pourvoir, enfin pourvus par chacune des listes qui se sont présentées aux élections. Comme je vous le disais, on a eh bien, une élection qui se fait à la proportionnelle et eh bien, chacune des listes qui ont été présentées par les représentants du personnel va pouvoir hériter d'un certain nombre de sièges qui vont être déterminés en fonction du résultat qu'ils ont obtenu, en fonction du suffrage en fait, qu'ils ont obtenu. Si on est dans un établissement de 100 000 agents, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va avoir 15 sièges à pourvoir de titulaires. Donc, un siège titulaire, 15 sièges de suppléants. Si sur la totalité de l'élection, on a 3510 suffrages qui ont été exprimés. Donc, comme vous voyez, pour le syndicat bleu, 1106 voix, pour le syndicat rouge, 1011 voix, les verts ont obtenu 836 voix, syndicat orange, 441, et le syndicat violet, 116. Eh bien, on prend l'ensemble de ces suffrages exprimés et on les divise par le nombre de sièges à pourvoir au sein de l'instance, le nombre de sièges de titulaires à pourvoir. Le quotient de ce quotient-là, c'est le quotient électoral. Diviser le nombre total de suffrages exprimés par le nombre de sièges de titulaires à pourvoir nous donne comme résultat ce quotient électoral. Là, dans mon exemple, on a 15 sièges à pourvoir et on a 3510 suffrages qui ont été exprimés.
eh bien, ça nous donne ce quotient électoral de 234. Une fois qu'on a pu déterminer ce quotient électoral sur cette base-là, vous voyez, c'est simple. Alors, bien entendu, 3510 divisé par 15, ça ne fait pas 234 piles. Mais dans tous ces éléments-là, eh bien, on prend l'entier. On enlève tout ce qu'il y a après la virgule. Donc, on est à 234 en termes de quotient électoral. On prend ce quotient électoral et le texte nous dit que les listes de candidats vont obtenir autant de sièges qu'il y a de quotient électoral dans le nombre de suffrages exprimés pour leur liste à elles. Ce qui veut dire qu'on divise le nombre de suffrages exprimés pour une liste par ce quotient électoral. C'est-à-dire que le syndicat bleu, qui a obtenu 1106 suffrages, eh bien, il a au moins 4 fois 234 dans sa liste. Donc, on divise chaque suffrage exprimé pour chacune des listes par ce quotient électoral pour savoir quel est le nombre de sièges. Encore une fois, 1106 divisé par 234, ça ne fait pas 4 piles. Mais on enlève aussi tout ce qu'il y a après la virgule. Et on fait de même avec chacune des listes. Et vous voyez que le syndicat orange, qui était à 441 suffrages exprimés en sa faveur, eh bien, ne contient qu'une seule fois le quotient électoral de 234. Donc, il n'a qu'un siège. Il n'est pas passé loin. Hein, il est passé à une vingtaine de suffrages d'en obtenir 2. C'est ça, cette méthode du quotient électoral qui nous permet de déterminer ces éléments. Et vous savez que les représentants personnels savent à l'avance quel est leur quotient électoral avant les élections. Ils le savent. Ils le déterminent. Ils savent, en fait, à partir de quel moment ils vont obtenir au moins un siège. C'est-à-dire que là, dans cette élection fictive que je vous propose, ça veut dire que eh bien, les représentants du personnel savent que à partir de 234 suffrages exprimés en leur faveur, ils auront un siège. Et ça, en général, c'est un jeu que les représentants du personnel connaissent bien. Donc, une fois qu'on a déterminé ce quotient électoral et qu'on a pourvu les sièges, vous voyez que là, dans mon exemple, on doit pourvoir 15 sièges. Or, en raison de ces premières méthodes de calcul, on a déterminé que 12 sièges sur les 15. Il nous reste à déterminer les 3 sièges restants à la plus forte moyenne, avec la deuxième méthode de calcul. Donc la première, c'est le nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. On divise après les suffrages de chacune des listes par ce quotient électoral pour avoir le nombre de sièges. Pour le restant des sièges à attribuer, donc là, dans cet établissement de 15 sièges de titulaires, il nous en reste 3 à attribuer. Eh bien, la méthode est peut-être un peu moins, on va dire, logique, elle a été plus forfaitisée quelque part. On va prendre eh bien, le nombre de suffrages exprimés par chacune des listes et on va le diviser par le nombre de sièges déjà acquis selon la première méthode, plus 1. On rajoute 1 au nombre de sièges acquis et on divise le nombre de suffrages par cet élément. Et on fait un classement des listes par rapport au nombre que ça donne. Là, vous voyez que dans notre exemple, eh bien, le syndicat rouge, par exemple, on divise le nombre de suffrages dont il a hérité par le nombre de sièges plus 1 qu'il a acquis. Ça nous fait un total de 202. Eh bien, ce n'est pas suffisant, alors qu'il est arrivé en deuxième position à l'origine. Ce n'est pas suffisant pour qu'il puisse hériter d'un nombre de sièges supplémentaires. Bien au contraire, on a le syndicat bleu qui arrive en tête avec cette méthode de la plus forte moyenne, mais en deuxième position, eh bien, c'est le syndicat orange. Le syndicat orange va pouvoir hériter d'un nouveau siège. Le syndicat violet n'en aura pas, hein, puisque 116 divisé par 0 plus 1, ça reste à 116. Alors que pour le coup, 441 divisé par 1 plus 1, donc 2, eh bien, on est à 220. On est quasiment au même niveau que la détermination de la plus forte moyenne pour le syndicat bleu. Donc, il y a une sorte de péréquation aussi qui s'opère. Le fait de ne pas attribuer un siège en plus au syndicat rouge fait qu'au final, eh bien, lui n'en aura pas, alors que le syndicat vert en aura un en plus et le syndicat orange aussi. Et donc, on aura comme conséquence eh bien, que le syndicat bleu aura 5 sièges
parce que j'ai vu carrément en tête, le rouge, 4 sièges, le vert aussi 4 sièges, les oranges auront 2 sièges, et le syndicat violet, par contre, n'aura pas du tout de siège dans le cadre du CSE. Voilà la méthode de répartition, à la fois d'abord par le quotient électoral, ensuite par la plus forte moyenne. Alors, si vous avez choisi de recourir au vote électronique, ces méthodes de calcul, elles se font instantanément avec un bouton. Mais, eh bien, si vous avez, d'une part, pas choisi cette méthode, vous allez, le soir des élections, devoir y recourir. Mais ensuite aussi, si vous avez eh bien, fait recours au vote électronique, c'est pas pour autant que vous pourriez être amené à vérifier le caractère vraisemblable de ces élections. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que tout à l'heure, à toute fin, je vous montrerai aussi une autre méthode de calcul plus simple pour ça, mais parce que c'est aussi ce qui nous permet de déterminer le temps déterminer le temps de calculer le temps de crédit syndical. Donc, c'est aussi pour cet élément-là qu'il est important de bien savoir exactement comment on détermine le nombre de sièges à pourvu. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a pourvu, eh bien, après, on sait que au sein du CSE, le mandat est de 4 ans, que si jamais on a un élu qui temporairement est absent de l'instance, il est remplacé par un suppléant, si c'est une absence temporaire. Si c'est une absence définitive, une démission de l'instance, une démission de l'établissement, eh bien, vous le savez aussi, la première méthode, c'est eh bien, de remplacer cet élu par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu, hein, ou encore eh bien, le premier candidat qui n'a pas été élu mais qui est de la même liste. Et si on a épuisé ces solutions-là, on va désigner parmi les agents éligibles dans l'établissement. C'est les organisations représentatives qui vont désigner parmi ces agents éligibles. Ça, c'est en cours de mandat, bien entendu. Parce qu'il y a aussi la technique qui est que il n'y a pas suffisamment de candidats au sein des établissements pour pouvoir se présenter aux élections. Et à ce moment-là, eh bien, il y a d'autres méthodes, notamment le tirage au sort, qui peut être envisagé par l'administration. Alors, donc on a tous ces éléments par rapport à cette composition du CSE. Je vous l'ai dit, le CSE, c'est le CSE et on peut considérer qu'il y a une formation plénière du CSE qui est uniquement le CSE, donc le CSE qui a fusionné le CT et le CHSCT. Mais on a aussi maintenant une formation spécialisée qui peut se détacher de la formation plénière en fonction de la taille de votre établissement. Hein, donc on a les deux cas. On a dans les cas dans lesquels l'établissement est suffisamment grand pour faire un nombre d'agents, une taille d'effectifs qui est suffisamment importante pour se pourvoir d'une composition d'une formation spécialisée. Mais on a aussi eh bien, des établissements dans lesquels il n'y aura pas de formation spécialisée. Et donc, c'est le CSE qui prendra en charge l'intégralité des compétences de la formation spécialisée. Ce seuil, il est de 200 agents. J'imagine que vous avez déjà pu déterminer cet élément-là. C'est-à-dire qu'à partir de 200 agents au sein d'un établissement, on crée une formation spécialisée du comité en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Si jamais eh bien, on n'a pas atteint le seuil des 200 agents, on peut aussi être amené à créer cette formation spécialisée si certains risques professionnels particuliers le justifient. Et c'est le directeur de l'établissement, après avis du CSE, qui va décider de cette création. Il faut que des risques professionnels particuliers le justifient. Ces risques professionnels particuliers, je vous invite à étudier la question, puisque normalement, on parle de risques professionnels particuliers d'un certain niveau. Donc, en général, parce que j'ai entendu beaucoup de choses dans l'hospitalière, ce n'est pas ni la potentiel risque de RPS, ni eh bien, le fait que dans les établissements de santé, que ce soit les sanitaires ou les sociaux ou médico-sociaux, eh bien, il y a un rythme de travail qui est intense. Hein, puisque ça, ce ne sont pas des risques professionnels particuliers. Ce sont des risques professionnels habituels dans ces établissements.
Donc, il faut pouvoir trier ce qu'il en est de ce risque professionnel particulier. Et vous voyez que, eh bien, on peut reprendre la logique, puisque si je vous ai dit qu'on a, à partir de 200 agents, une formation spécialisée d'office, que si on n'atteint pas le seuil de 200 agents, on peut quand même en créer une s'il y a un risque professionnel particulier qui le justifie. Par exemple, dans la territoriale, les services départementaux d'incendie et de secours sont créés automatiquement. Hein, on considère qu'il y a un risque professionnel particulier d'office aussi pour ces services-là. Et donc, eh bien, si jamais il y a un risque professionnel particulier, on peut les créer, mais encore faut-il bien savoir ce que recouvre la notion de risque professionnel particulier. Et on peut reprendre la logique suivante. C'est que si on a un CSE, une formation spécialiste du comité, eh bien, on peut aussi, en plus de cette formation spécialisée du comité, se doter d'une formation spécialisée complémentaire du comité. En gros, c'est le successeur aussi du CHST de site. Là, on a les successeurs du CT et du CHSCT, si on crée une formation spécialisée du comité, avec des différences sur lesquelles on va revenir en termes de compétences notamment. Mais on a aussi le successeur du CHSCT de site, qui est la formation spécialisée complémentaire, qui va aussi, comme la formation spécialisée d'un établissement où on a moins de 200 agents, qui va être créée si jamais eh bien, il y a un risque professionnel particulier qui le justifie. Et donc, on peut reprendre la logique. Soit on n'a pas on n'a pas atteint le seuil de 200 agents, mais vous avez eh bien, un risque professionnel particulier. Soit on a bien le seuil des 200 agents et on a une formation spécialisée, mais en plus de ça, on a un risque professionnel particulier qui justifierait que soit créé une formation spécialisée de site, une formation spécialisée complémentaire. Parce qu'on avait un CHSCT de site, notamment auparavant. Encore que la logique n'est pas j'avais un CHSCT de site, du coup, je crée une formation spécialisée complémentaire du comité. Puisque comme les compétences sont redécoupées, ça peut être l'occasion aussi de se dire je ne recrée pas cette formation spécialisée de site, parce que dans tous les cas, la formation spécialisée va pouvoir étudier les questions en matière d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de ce site particulier et ne pas se concentrer sur les autres. Sur les autres questions sur lesquelles avant le CHSCT se concentrait. Donc, comme on a un meilleur redécoupage des compétences, ça peut être l'occasion aussi de se dire on arrête ces éléments. Ça peut être aussi l'occasion, je vous le dis tout de suite, de redécouper les choses et de ne plus avoir de sous-commission. Il y a beaucoup d'établissements qui avaient plein de sous-commissions au CHSCT. Ça peut être l'occasion d'y mettre fin aussi par rapport à justement ce redécoupage des compétences. Donc, ces risques professionnels particuliers, a priori, c'est des risques qui sont objectivés. Des risques, par exemple, tous les services qui sont des services avec installations soumises à autorisation, tels que les installations sur lesquelles il y a des risques nucléaires ou autres, là, on a un risque professionnel particulier qui est objectivable, qui est bien présent sur site, etc. Et donc là, on a effectivement ce risque professionnel particulier. C'est pour ça que je disais qu'il faut être en mesure de l'objectiver, il faut être en mesure de savoir quel est ce risque professionnel, quel est son caractère particulier, etc. Ce ne sera pas seulement un risque RPS ou un risque en raison du caractère inhérent de travail au sein de l'établissement. Alors, est-ce que vous pouvez créer une formation spécialiste de site, même sans risque particulier, si l'employeur et les syndicats le souhaitent? Alors, après, effectivement, je ne vois pas la difficulté. Si vous souhaitez quand même le créer parce que pour vous, c'est comme avoir un CHSCT de site, vous pouvez considérer effectivement qu'il y a un risque professionnel particulier, alors que objectivement, c'en est pas un. Il n'y a personne n'a intérêt à agir pour contester cette création-là. Si l'employeur et les syndicats, tous les deux, sont d'accord pour créer cette formation spécialisée de site, eh bien, vous pouvez le faire. La règle, c'est que c'est si il y a un risque professionnel particulier. Mais après, rien ne vous interdit d'être libre. Moi, je vous donne juste la clé là-dessus parce que, eh bien, parfois, c'est les représentants du personnel qui considèrent qu'il y a un risque professionnel particulier, alors que pas exactement, ou en tout cas que l'employeur n'est pas complètement d'accord avec ça. Mais s'il est de son accord, je pense qu'il n'y a aucun souci, effectivement.
Si vous le faites, cette création d'une formation spécialisée de site, du coup, pour poursuivre la réponse, madame, eh bien, cette formation spécialisée va exercer ses attributions dans le périmètre du site ou des services qui sont concernés pour ces questions-là et en matière exclusivement d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. Puisque par contre, c'est une formation spécialisée complémentaire de site, c'est pas un CHSCT complémentaire ou de site. Et c'est là qu'on arrive dans la différence entre ce qu'est le CHSCT et ce qu'est la formation complémentaire. Parce que, eh bien, si jamais on a des questions qui concernent ce site ou ce périmètre, et que normalement c'était la formation spécialisée de site, mais que, eh bien, les questions qui devaient être amenées en formation complémentaire se posent dans le cadre de projets de réorganisation de service, ce sera le comité social qui examinera. Et là, on est déjà dans la question de, en quelque sorte, la préemption des questions par le CSE qu'on va justement voir juste après. Alors justement, restons là-dessus. On peut instituer une formation complémentaire par décision du directeur d'établissement. Et là-dessus, pas de souci particulier, comme je vous l'ai dit. Hein, si le directeur veut créer une formation complémentaire et les syndicats aussi, pas de difficultés particulières. Ça peut être aussi sur proposition de la majorité des membres du comité, bien entendu, mais c'est le directeur d'établissement qui prend la décision. Là-dessus, donc, pas de difficultés particulières. Vous avez bien compris, hein, on a la formation spécialisée qui peut être créée à partir de 200 agents. Si on n'a pas les 200 agents, eh bien, on peut quand même en créer une s'il y a un risque professionnel particulier. Et si on a bien les 200 agents, on peut aussi créer en plus une formation spécialisée complémentaire, donc une formation spécialisée de site ou de service, parce qu'un risque professionnel particulier aussi le nécessite. Donc, pas de difficulté sur ces points-là, juste à bien savoir ce qu'est ce risque professionnel particulier. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on a pu déterminer ce qu'était ce risque professionnel qu'on a créé nos instances, eh bien, posons-nous la question de savoir comment est-ce que on compose cette formation spécialisée au sein du comité. Et on dit bien la formation spécialisée du comité, parce qu'elle n'a pas une existence propre, parce qu'elle n'a pas la personnalité morale. En fin de compte, le nombre de titulaires sera égal au nombre de titulaires au CSE. Si tout à l'heure, je prenais un exemple où vous aviez un effectif de 600 agents dans vos établissements, vous avez 10 titulaires, 10 suppléants en CSE, et donc vous avez 10 titulaires, 10 suppléants en formation spécialisée, en sachant qu'à titre consultatif, vont aussi pouvoir siéger eh bien, les médecins du travail, les représentants de l'administration en charge des dossiers concernés, et le représentant du service compétent en matière d'hygiène. Ce qui est logique, comme on pouvait l'avoir en CHSCT. Alors la différence, c'est qu'aujourd'hui, en CSE, on a des représentants de l'administration en charge des dossiers concernés. C'est-à-dire qu'en fonction de l'ordre du jour au sein de la formation spécialisée, le président ne va pas venir avec des experts, comme c'était beaucoup le cas avant, il va venir avec des représentants de l'administration en charge des dossiers concernés. Beaucoup mieux identifiés, et ce ne sont pas des experts. Et on va revenir sur cette question d'ailleurs des experts. Comment est-ce qu'on compose notre formation spécialisée? Eh bien, c'est de la même façon que les élections, enfin de la même façon, le même nombre de sièges que ceux qui sont pourvus en CSE. Donc, si on a 15 titulaires en CSE, on a 15 titulaires en formation spécialisée, donc un suppléant dans chacun des deux. Sachant que dans la territoriale, il peut avoir le double de suppléants en formation spécialisée qui n'ont de titulaires. Donc, ça fait beaucoup de monde après. Dans tous les cas, les titulaires qui sont désignés en CSE, vous allez voir en quoi ça limite aussi un petit peu le nombre de sièges, c'est que eh bien, les titulaires qui sont désignés en CSE sont nécessairement titulaires ou suppléants en CSE. C'est-à-dire que les titulaires en formation spécialisée sont nécessairement titulaires ou suppléants en CSE. Hein, c'est-à-dire que si on est sur un établissement de 2000 agents, donc on a 15 sièges de titulaires, eh bien, nécessairement, les 15 membres titulaires de la formation spécialisée seront parmi les 15 titulaires ou les 15 suppléants du CSE. Parmi les 30 agents qui composent
les sièges du CSE, eh bien, nécessairement, il n'y en aura 15 qui seront agents titulaires de la formation spécialisée. En sachant que si eh bien, les membres titulaires seront eh bien, désignés, les membres titulaires de la formation spécialisée désignés parce qu'ils sont titulaires ou suppléants du CSE, leurs suppléants à eux n'ont pas obligatoirement besoin d'être en CSE. Enfin, dans les suppléants de la formation spécialisée, c'est tout agent éligible au sein de l'établissement qui peut faire l'objet de l'attribution d'un poste de suppléant, comme c'était le cas auparavant de CHSCT. Mais ce n'est que pour les viviers de suppléants. D'accord. Alors non, les médecins ne sont pas comptabilisés hein, dans ces éléments-là, bien entendu. Ils sont apportés, ils sont ajoutés. C'est plus pour des raisons de conseil qui vont pouvoir venir. Donc non, ils ne sont pas intégrés dans ces éléments d'effectifs. C'est un vote de la CME qui est fait et donc il va pouvoir les mettre en plus. Hein, mais là, on est bien sur des membres représentants du personnel. Or, ils ne sont pas représentants du personnel, les médecins. Donc voilà la composition. Hein, j'espère que c'était clair pour vous. Eh bien, les viviers titulaires des sièges du CSE, de la formation spécialisée, c'est les représentants titulaires ou suppléants du CSE, alors que les suppléants, c'est tout agent qui est éligible. Qui décide des membres de la formation eh bien, ce sont les représentants du personnel. C'est eux qui vont décider des membres qui font siège. Vous voyez, la désignation est faite par chaque organisation syndicale. Comme c'était le cas déjà en CHSCT. C'est juste que là, on a limité puisque une partie, donc les titulaires de la formation spécialisée sont forcément en CSE et bien les autres sont désignés dans l'établissement, alors que CHSCT, c'est l'ensemble qui a été désigné dans l'établissement. Alors, si on crée la formation spécialisée de site, on va aussi avoir un certain nombre de représentants du personnel qui vont pouvoir y être placés dans cette formation spécialisée de site. Donc, je crois que c'était Madame Salle tout à l'heure qui posait cette question aussi. Hein. Vous voyez que eh bien, c'est en fonction de l'effectif du site concerné qu'on va pouvoir déterminer le nombre de sièges titulaires au sein de cette formation-là. Donc, ça fait quelque chose en plus. Surtout qu'en plus, si vous êtes sur un établissement de santé, un sanitaire, vous avez aussi des membres représentants du personnel médical en raison du risque professionnel particulier présent sur le site. Donc, on a aussi ces effectifs-là qui vont être déterminés. De la même façon, hein, eh bien, ça va être proportionnel au nombre de sièges obtenus au CSE. Sur ce point-là, on va déterminer la chose de la même façon, on prorata, hein, un produit en croix assez classique, pour déterminer le nombre de sièges à pourvoir au sein de cette formation spécialisée de site. En outre, eh bien, il faut qu'on puisse se concentrer sur les compétences du CSE, puisqu'on finira aussi sur le fonctionnement du CSE. Les compétences du comité social, alors, vous le savez, on peut reprendre en détail ces compétences, hein, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, parce que, en fin de compte, les compétences du CSE, elles ont additionné les compétences du CT, du CHSCT, et elles ont en plus repris eh bien, des compétences qui ont été ajoutées par la loi de transformation notamment. Hein, comme vous le voyez, par exemple là, eh bien, le CSE va pouvoir se prononcer et rendre un avis sur le règlement intérieur, le plan de redressement, le plan global de financement, les modalités d'accueil, etc. Au sein du comité social. Ces avis-là vont être rendus, mais comme je vous le disais, on a aussi des éléments qui ont été ajoutés par différents décrets publiés depuis la loi de transformation. Le CSE rend son avis aussi aujourd'hui
dans tout ce qui est enjeux et politique d'égalité professionnelle, donc le plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les LDG, bien entendu, ou tout élément sur la protection de la santé physique et mentale, les enjeux et la déconnexion, etc. Il a cette compétence. Les projets d'aménagement importants, modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail, quand il s'intègre dans le cadre d'un projet d'organisation de service. Puisque le CSE est compétent pour tout ce qui est réorganisation de services, pour tout ce qui est fonctionnement des services et organisations. Et donc, du coup, il voit ces éléments-là. Et c'est là que va commencer à se trouver la clé de répartition des compétences entre le CSE et la formation spécialisée pour éviter, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, la redondance des compétences. C'est parce que, eh bien, il va falloir que on sache exactement quand est-ce qu'on est dans un cadre de réorganisation de service ou de modification du fonctionnement du service. Eh bien, dès lors qu'on a cette donnée-là, peu importe qu'elle ait un impact sur les conditions d'hygiène et de sécurité et les conditions de travail, c'est le CSE qui va récupérer cette compétence. On va revenir dessus, je vous ai fait une slide précise sur ce point. Le comité social est informé aussi de la situation budgétaire du contrat pluriannuel. C'est pas le budget prévisionnel. Le bilan aussi de la mise en œuvre des LDG. Donc, on va discuter du bilan. On va informer le CSE du bilan qui peut être fait là-dessus. Donc, est-ce que les critères mis en place ont fonctionné? Est-ce que les objectifs qu'on avait prévu de mettre en place donc dans ce plan pluriannuel eh bien, ont été atteints? Est-ce qu'on a pu mettre en place différents de ces projets, etc. Voilà un petit peu ce qui peut être fait dans cette donnée information au CSE, en sachant que eh bien, on a aussi un débat annuel sur l'évolution des politiques de ressources humaines, donc avec le rapport social unique qui commence à émerger un petit peu dans les établissements et la programmation, bien entendu, de travaux de l'instance. Donc, ça, c'est les compétences du CSE. Vous voyez, pas grosse différence avec avant, mais on se concentre toujours sur l'organisation des services. Voyons les compétences de la formation spécialisée, puisque là aussi, on a voulu se reconcentrer en la matière sur des compétences qui concernent l'hygiène et la sécurité des conditions de travail spécifiquement. La formation spécialisée va être consultée sur des projets d'aménagement qui modifient les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Elle va aussi être consultée avant toute modification de l'organisation du temps de travail, sauf quand ces projets s'intègrent dans une organisation de service. Vous voyez ce que je vous disais juste avant? C'est-à-dire que dès qu'on a un sujet qui peut relever de la compétence du CSE, donc de ce qu'on appelle la formation plénière, eh bien, ce sujet-là va partir en CSE. Et il ne va pas rester en formation spécialisée. La formation spécialisée ne va pas se concentrer sur ce sujet. Et il reviendra au CSE de prendre un avis. Et l'avis aura été réputé rendu dès lors que le CSE sera prononcé. Parce que n'oublions pas que le CSE a la compétence pour tout ce qui est hygiène et sécurité. Parce que déjà, il a une formation en la matière, les élus ont une formation en la matière, mais en plus d'avoir une formation en la matière, je vous ai dit eh bien, que les membres titulaires de la formation spécialisée sont nécessairement des membres titulaires ou suppléants du CSE. Donc les élus sont les mêmes, donc ils ont la compétence. C'est de la théorie que je vous dis, mais a priori, ça a l'air de plutôt bien se recouper et d'être assez logique. Donc, les projets importants de l'introduction de nouvelles technologies, c'est aussi la compétence de la formation spécialisée, la mise en œuvre des mesures, etc., la teneur des règlements et consignes aussi, qui se rattachent à sa mission, bien entendu. C'est la compétence de la formation spécialisée. Elle va rendre un avis sur le rapport annuel qui fait le bilan de la situation générale de la santé au sein de l'établissement, ainsi que eh bien, le programme annuel de prévention des risques professionnels. On a aussi eh bien, à la fois le rapport annuel qui est établi par le médecin du travail, qui n'est pas à confondre avec le rapport annuel qui fait le bilan de la situation générale de santé, qui sont deux choses différentes, et toutes les questions relatives à la protection de la santé physique et mentale, hygiène, sécurité des agents dans leur travail. Aussi, c'est de la compétence de la formation spécialisée, bien entendu, encore une fois, dès lors que tous ces éléments ne sont pas dans le cadre d'une réorganisation de service ou d'une modification d'une organisation des services. Parce que sinon, c'est le CSE qui va reprendre cette compétence.
On a aussi les compétences spécifiques de la formation spécialisée qui sont là, pour le coup, presque aucun risque de confondre avec les compétences du CSE. On a la promotion de la prévention des risques professionnels, hein, donc des actions éventuellement, hein, dans le cadre des instances, on peut proposer des actions de prévention, etc. Il y a aussi la visite des services à intervalles réguliers qui est faite en général au sein de la formation spécialisée. Vous le savez, hein, en général, c'est soit une visite qui est faite juste avant la tenue du CHSCT. Là, on ne nous donne pas un élément précis. Donc, eh bien, ça va être des visites des services à intervalles réguliers. On ne va pas avoir précisément une visite à chaque fois que le CSE doit se rencontrer, à voir si ce sera 2, 3 fois par an. En général, je crois que c'est un peu ça la cadence des visites des services qui donne lieu à une délégation composée du président, composée d'élus et composée aussi éventuellement du médecin du travail s'il y a eu de tous ces éléments. Donc ça, c'est les compétences plus classiques aussi déjà, mais aussi plus particulières en dehors des compétences listées de la formation spécialisée. Je vais me permettre de maintenant me concentrer sur des compétences qui existaient déjà, mais qui ont fait aussi l'objet d'une évolution dans le cadre de cette nouvelle forme de formation spécialisée par rapport au CHSCT, que sont les accidents en maladie qui ont pu entraîner des conséquences graves, l'enquête en matière de constat d'une cause de danger grave et imminent et la procédure aussi en cas de risque grave avéré ou qui modifie les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des agents, bien entendu, encore une fois, lorsque ce projet important ne s'intègre pas dans un projet d'organisation de service. Sinon, c'est le TSE qui va pouvoir être compétent. Alors, j'ai une question sur est-ce que le CTE peut remplacer. Non, le CTE n'existera plus. A priori, ce sera nécessairement le CSE. Peu importe la taille de la structure, désormais, c'est le CSE qui prend le relais du comité technique. A priori, pas de doute là-dessus. Le CTE, c'est l'ancienne version. Le CSE, c'est la nouvelle version. Donc, pas de doute là-dessus. La question va juste être de savoir est-ce qu'on crée ou pas une formation spécialisée, donc un CHSCT. C'est ce qu'on a vu juste avant. Pour revenir sur ces 3 compétences spécifiques de la formation spécialisée du comité, avec plaisir hein, pour les réponses, il n'y a pas de souci. Alors pour répondre justement pour la question précise là, Monsieur Den, hein, je sais qu'on a déjà une question en suspens hein, que j'ai bien retenue. Le CSE, alors sur les demandes d'expertise, il ne prend pas le relais. Sauf si on est sur un risque grave avéré. Sur les demandes d'expertise en cas d'accident, de maladie qui a entraîné ou qui a pu entraîner des conséquences graves, ou sur les constats d'une cause de danger grave imminent, c'est la formation spécialisée qui reste compétente. Hein, on a concentré la compétence de la formation spécialisée sur ces questions-là. Par contre, en matière de risque grave à avérer, parce que, justement, on fait une demande d'expertise parce qu'il y a un risque grave avéré qui pourrait résulter d'un projet qui modifie les conditions de santé, etc. Effectivement, là, le CSE prend le relais si ça s'intègre dans un projet de réorganisation de service. Parce que, vous voyez, c'est que si on a toujours au sein d'une des compétences qui pourrait être de la compétence des deux, du CSE ou de la formation spécialisée, parce qu'on a une dose fonctionnement des services et on a une dose hygiène et sécurité, ça sera toujours le CSE qui va être compétent. À vous de définir la clé de répartition aussi. Mais normalement, la règle, c'est que ce sera le CSE qui sera compétent. Donc, effectivement, s'il y a une expertise qui est dans le cas d'un risque grave avéré, hein, donc seulement la 3e situation, le CSE pourra être compétent. Mais c'est parce qu'on a justement un caractère un petit peu mixte de la compétence sur ce point. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est pour ça. Justement, revenons sur chacune de ces procédures. Tout accident en maladie qui a entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves, là, la formation spécialisée doit se réunir, procède à une enquête et elle va être informée des conclusions de chaque enquête.
Alors, juste pour compléter des questions, sans personnalité morale, non, la formation spécialisée ne peut pas rester en justice, hein. Ça va pas pouvoir être envisageable pour elle de le faire. Mais après, le CSE a la compétence, hein, c'est-à-dire que c'est le CSE, en fait. La formation spécialisée est au sein du CSE. Euh, donc voilà un petit peu ce qu'il en est pour ces éléments. Et alors oui, juste en point de vue de compétences, ça, vous avez raison de le préciser. On a des compétences, hein, qui sont différentes pour les établissements médico-sociaux. Les points des établissements de santé n'en sont pas exactement les mêmes. Alors après, si vous le voulez, vous pouvez toujours nous contacter. On fait des différences. Il vaut mieux préciser dans le règlement intérieur quelles sont ces différences, mais le décret, il est bien fait là, sur ce point-là. Il répartit bien la différence de compétences entre les établissements médico-sociaux et les EPS. Moi, je sais que j'ai fait des listes de différences de compétences là-dessus. Donc, les points des établissements sanitaires ne sont pas forcément obligatoires pour les ESCMS, mais il va falloir voir en détail dans le décret. Si vous voulez avoir ces différences de liste, je peux toujours vous envoyer des modèles de règlement intérieur dans lesquels j'ai mis tout ça. Donc, n'hésitez pas éventuellement à me laisser tout ça. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. On pourra toujours voir ça. Alors, la formation spécialisée, quand on est dans le cas d'un accident ou d'une maladie professionnelle qui aurait pu entraîner des conséquences graves, effectivement, eh bien, c'est la formation spécialisée qui reste compétente là-dessus, hein, c'est pas le CSE, et qui va être informée des conclusions de chaque enquête. Là, c'est forcément la formation spécialisée puisque il n'y a pas d'élément qui va se rapporter à une organisation de service. On est vraiment dans une situation où on a un accident ou une maladie qui a pu entraîner des conséquences graves. Donc un fait précis, donc un élément de sécurité et des conditions de travail. De la même façon, enfin, pas de la même façon, justement, là, pour le coup, si on est dans le cas d'un risque grave avéré, qui concerne un projet important qui modifie les conditions de santé et de sécurité, ce que vous disiez tout à l'heure dans vos questions, c'est que là, on peut aussi vouloir faire une expertise dans ce cadre-là. Mais, eh bien, dans ce cas-là, ça peut être le CSE. Parce que si on est dans un projet de réorientation de service, le CSE va emporter la compétence. Si on n'est pas dans un projet de réorientation de service, on reste dans la formation spécialisée du comité. Et à ce moment-là, si on reste dans la dynamique formation spécialisée du comité, le président va eh bien, décider ou pas. Enfin, il y aura un vote qui va être fait au sein de la formation spécialisée ou éventuellement au sein du CSE s'il y a lieu, sur l'opportunité de décider d'une expertise certifiée par un expert extérieur, indépendant. Vous les connaissez, j'imagine, ces experts, et qui doit être fait dans un délai de 45 jours. Mais le fait est que, eh bien, le président peut aussi refuser. Et ça, c'est une grande nouveauté. En matière de risque grave et avéré, d'abord, c'est une grande nouveauté. Si jamais le président refuse de tenir une expertise parce qu'il considère qu'il n'y a pas ce risque grave et avéré, il va pouvoir motiver les éléments de ce refus-là, donc en disant notamment les éléments pour lesquels il n'y a pas de risque grave. Pourquoi est-ce que c'est tout à fait justifié de mettre en place tel élément dans ce projet, etc. Éventuellement à l'appui de données techniques. Voilà. Il faut qu'il puisse motiver. On a déjà commencé à le faire, à préparer des éléments. Je vous invite éventuellement à le faire aussi, à préparer des éléments pour motiver éventuellement ces refus-là. Parce que si jamais le président refuse, eh bien, il reste un garde-fou pour les représentants du personnel. Ce ne sera pas, l'expertise ne se tiendra pas, c'est sûr, si le président refuse de manière motivée. Mais par contre, l'agent de contrôle d'inspection du travail sera saisi automatiquement. Et lui sera chargé de rendre un rapport et de transmettre au directeur de l'établissement son rapport sur ce risque grave avéré. Et ensuite, eh bien, le directeur devra informer l'agent de contrôle de l'inspection du travail des mesures qu'il a prises. Alors, des mesures qu'il a prises à la suite du rapport, des mesures qu'il entend prendre au moment, enfin, dans le futur, à l'avenir. Hein, c'est-à-dire que, eh bien, il y a forcément des mesures immédiates et des mesures à prendre. Alors, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui a évolué dans les compétences de la formation spécialisée, enfin, dans les compétences qui étaient celles du CHSCT, puisque, d'une part, ce risque grave et avéré, si c'est dans le cadre d'une relation de service, ça sera au CSE. Et puis, d'autre part,
excusez-moi. D'autre part, si ce n'est pas dans un projet de rénovation de service, ce risque grave avéré, eh bien, c'est la formation spécialisée, mais par contre, le président pourra très bien refuser de tenir cette expertise. Contrairement au CHSCT, les employeurs ne seront plus dans l'obligation de mener l'expertise. Hein, et vous connaissez, j'imagine, bien cette situation qu'on a suivie nous, à plusieurs reprises avec Florent, où on a défendu des établissements sur ces points, où en fin de compte, les établissements eh bien, devaient produire un référé pour éviter l'expertise. Ce qui était toujours compliqué de faire un référé contre les représentants du personnel. De la même façon, en matière de danger grave et imminent, on a aussi une enquête immédiate qui est faite avec une réunion dans les 24 heures de la formation spécialisée, si jamais il y a une divergence sur la réalité du danger ou sur les mesures à prendre pour faire cesser le danger. On a ces éléments-là. Alors, l'inspecteur du travail, il est saisi aussi dans le cadre du constat d'une cause de danger grave et imminent, comme dans le cas d'un danger grave et avéré. Et eh bien, dans ces deux cas, donc en refus d'expertise ou pas, l'inspecteur de l'agent de contrôle d'inspection du travail, il est automatiquement saisi, que ce soit par l'établissement, que ce soit par les représentants du personnel, il va être directement saisi. C'est juste en raison du refus, il faut qu'il soit saisi. C'est une obligation. Donc, vous inquiétez pas, si jamais l'établissement ne le saisit pas, les représentants du personnel pourront s'en charger dans les deux cas. Mais si les représentants du personnel ne le font pas, moi je pense qu'il est préférable pour l'établissement de le faire pour s'assurer qu'au moins tout est plutôt bien encadré sur la réalité du danger ou sur la réalité du risque grave avéré. Puisqu'on a aussi dans cette situation en matière de danger grave et imminent, où eh bien, si on n'est pas d'accord sur les réalités du danger ou sur les raisons pour faire cesser ce danger, là, en général, ce sera beaucoup plus les représentants de personnes qui saisiront l'agent de contrôle d'inspection du travail, parce que le texte il nous dit que l'agent de contrôle d'inspection du travail est saisi. Donc, il peut être saisi par l'établissement, par la direction de l'établissement ou par les représentants de personnes. Il va faire un rapport qui sera transmis au directeur. Le directeur va informer l'inspection du travail des mesures prises et de la même façon, des mesures qui ont été prises à la suite de l'enquête, des mesures qui eh bien, ont été prises en raison du rapport et des mesures qui vont être prises à la suite de ce rapport. Hein, et donc, il y a aussi un délai pour que eh bien, le directeur réponde à l'inspection du travail sur l'un de ces points. Donc ça, c'est vraiment les compétences aussi de la formation spécialisée qui vont changer par rapport à celles du CHSCT. Et bien entendu, on a cette fameuse articulation que j'imagine vous attendiez tous et toutes, où on va considérer que l'assemblée plénière, donc le CSE, trivialement on parle d'assemblée plénière parce que il n'y a que le CSE qui existe en fait aujourd'hui comme instance. La formation spécialisée, c'est une réunion qui peut être tenue à côté. Et donc, l'assemblée plénière, elle est seule consultée sur une question ou un projet qui relève de ses attributions et qui aurait également pu relever de la formation spécialisée. C'est-à-dire que si on est en situation de double compétence, comme avant, où on avait CHSCT, CT qui se réunissaient chacun sur le même ordre du jour. Aujourd'hui, normalement, si vous organisez bien les choses et que dans le règlement intérieur, vous le prévoyez, c'est impossible. On se retrouve dans cette situation, puisque si on a une double compétence sur un sujet, ça va en CSE plénière. Ça ne va pas en formation spécialisée. Hein. Donc, d'origine, on a normalement quelque chose de bien tracé pour éviter cette redondance-là, pour éviter ce recoupement et pour éviter les travers qu'on observait avant. On a aussi un autre élément qui peut nous permettre de présenter aussi en CSE des sujets. Le président du CSE, il peut inscrire à l'ordre du jour des questions qui auraient normalement dû faire l'objet d'une consultation de la formation spécialisée. Donc cette fois-ci, on n'est plus dans une compétence mixte, on est vraiment dans une compétence exclusive de la formation spécialisée, c'est-à-dire on est sur quelque chose qui concerne exclusivement l'hygiène et la sécurité des conditions de travail et qui ne concerne pas l'organisation du tout des services. Donc dans ce cas-là, c'était la formation spécialisée normalement. Mais si jamais la formation spécialisée n'a pas encore pu examiner et que c'est parce que le CSE va se tenir bientôt pour différentes raisons, donc de calendrier, d'ordre du jour, etc., eh bien, on peut inscrire la question à l'ordre du jour du CSE, le CSE se prononce et il rend son avis. Et l'avis, à ce moment-là, il se substitue à celui de la formation spécialisée. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus simple aussi aujourd'hui en la matière, c'est mieux découpé sur ces aspects-là. On n'aura en tout cas pas de redondance
de ces sujets. Et dans ces deux cas, l'avis du comité va se substituer à celui de la formation spécialisée dans tous les cas. On inscrit à l'ordre du jour un sujet exclusivement hygiène et sécurité des conditions de travail parce que la formation spécialisée prévue, elle est dans trop longtemps ou parce que la dernière s'est tenue il n'y a pas longtemps et que on a un CSE qui se réunit qui se réunit pas longtemps après, autant le faire de cette manière-là. Ou sinon, c'est tout simplement une répartition des compétences, comme je vous l'ai dit, parce que on a un projet d'organisation de service qui touche à l'hygiène et à la sécurité des conditions de travail, eh bien, ça va être le CSE qui va s'en charger et non pas du tout la formation spécialisée. J'espère que pour vous, c'est assez clair cette différence-là. N'hésitez pas à poser des questions sur cet élément si vous en avez. Mais, le temps défilant, je vous propose qu'on puisse se concentrer maintenant sur le fonctionnement du CSE. Grosse question aussi, dernière question qu'on va se poser aujourd'hui sur ce fonctionnement du CSE. Alors, il n'y a pas de problématique particulière là-dessus. Parlons du secrétariat du CSE et de la formation spécialisée qui peuvent être le même. On doit élire un secrétaire et un secrétaire suppléant parmi les membres titulaires. Ce secrétaire et secrétaire suppléant, c'est les représentants du personnel. Et les membres représentants du personnel vont fixer la durée des mandats de ce secrétaire et de ce secrétaire suppléant. Ce secrétaire et ce secrétaire suppléant, vous le savez, j'imagine très certainement, c'est ceux qui sont chargés de faire le lien entre les représentants du personnel et l'administration, notamment dans le cadre de la détermination de l'ordre du jour, de la tenue des instances, de la communication des documents, etc. C'est ceux qui vont faire ce lien-là. Alors, contrairement au secrétaire administratif, qui est désigné par le directeur et qui, lui, va plutôt assister aux réunions des instances pour notamment les préparer, et puis relever un petit peu les conclusions, mettre en œuvre un petit peu aussi tout ce qui est donné de procès-verbal, etc. Donc voilà un petit peu secrétaire administratif aussi, ce qu'il va faire. Donc on a ces deux corps, secrétaire suppléant point, et secrétaire administratif de l'autre côté, plus côté administration. Justement, je parlais de procès-verbal. On a forcément un procès-verbal qui comprend, comme le texte nous dit, comme il le disait pour le CHSCT, le compte-rendu du débat et le détail des votes. C'est un compte-rendu des débats. Donc, un résumé ou une synthèse des débats et non pas une retranscription au mot près. Alors là, vous avez certainement déjà eu ou vous aurez certainement des débats sur ce point, puisque, vous le savez, les procès-verbaux des instances, aujourd'hui, mettent énormément de temps à être transmis parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours entre représentants de personnel et représentants d'administration sur ah bah non, j'ai pas dit ce mot-là à ce moment-là, j'ai plutôt dit tel mot. Ou parfois même, il y a des bandes enregistrantes qui sont communiquées aux OS parce que sur leur demande, pour vérifier s'ils ont bien dit tel mot de telle manière ou de telle manière. C'est pour ça que la plupart des établissements ont un retard énorme en matière de transmission des procès-verbaux. Le secrétaire administratif n'est pas membre du CSE, effectivement, c'est un membre de l'administration. Enfin, il est membre du CSE dans le sens où, oui, il siège en CSE, il va être un membre de l'administration. Ça va être du côté collège administration. Il n'est pas compris dans. Mais par contre, si on parle de vous parliez de. J'ai peut-être été trop vite. Vous parliez de secrétaire administratif ou de secrétaire point. Excusez-moi, je reprends votre question. Secrétaire administratif, c'est bien ça. Donc, secrétaire administratif, il n'est pas. Il est membre du CSE au titre du collège d'administration, en quelque sorte. Mais il n'est pas compris dans le nombre de membres titulaires, contrairement au secrétaire et au secrétaire suppléant. Donc le procès-verbal, comme je vous disais, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. En général, à transmettre, tous les établissements ont énormément de retard sur la transmission de leurs procès-verbaux. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il faut se poser une question supplémentaire. Puisqu'on a un délai d'1 mois pour signer ce procès-verbal du CSE ou de la formation spécialisée et pour le transmettre à ses membres. Si on a un délai d'1 mois pour ça, à mon sens, il faut reprendre le compte-rendu des débats au sein du procès-verbal comme étant véritablement ce qu'il est, et véritablement ce qu'il a toujours été, selon la jurisprudence. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas une retranscription au mot près. Ça peut être une synthèse des débats. Et le juge administratif, il le dit depuis très longtemps. Et certainement que le représentant personnel pourrait vous opposer certaines argumentations, puisqu'il le dit depuis très longtemps, mais il ne l'a dit qu'à l'occasion de CAP. Et donc, les représentants personnels pourraient se dire, c'est la CAP, c'est pas la même chose que le CSE.
Bah si, puisque le procès verbal, il n'y a pas de différence entre les deux situations. Donc, à mon avis, c'est une discussion que vous pouvez avoir sur ce point-là, ou un point d'achoppement sur lequel vous pouvez éventuellement négocier, mais parce que vous avez un délai d'un mois maintenant. S'il n'est pas respecté le délai d'un mois, à voir. Mais vous avez un délai d'un mois pour le faire là-dessus. Et l'approbation est faite à la séance suivante, bien entendu, comme c'était le cas précédemment. Voilà pour ce procès verbal, qui peut cristalliser un peu les tensions en général. Pour la présidence, pas de problème particulier. Hein. Le président, je vous l'ai dit, eh bien, dans la formation spécialisée, notamment à titre consultatif, on a les représentants d'administration en charge des dossiers. Donc ça, c'est une nouveauté, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le représentant du service compétent en matière d'hygiène aussi. Et donc, on avait, eh bien, dans le code du travail notamment, hein, les membres du CHSCT qui étaient les responsables des services économiques, ingénieurs, techniciens chargés d'installation, infirmiers généraux, éventuellement PUPH si il est chargé de l'enseignement de l'hygiène, etc. Mais, eh bien, vous voyez, aujourd'hui, c'est un peu plus clair, hein, puisque dans la formation spécialisée, c'est les représentants de l'administration en charge des dossiers concernés et le représentant du service compétent en matière d'hygiène, c'est un peu plus reconcentré sur tous ces éléments, et donc ils vont pouvoir accompagner le président en formation spécialisée. Donc ça, c'est la présidence. Et ensuite, eh bien, on a aussi la question de l'ordre du jour qui est fixée par le président. Hein, il est fixé par le président en sachant que le secrétaire, donc pas le secrétaire administratif, hein, le secrétaire ou le secrétaire suppléant, peuvent proposer l'inscription de certains points à l'ordre du jour. Mais en aucun cas, le président n'est tenu de les intégrer. Alors, aujourd'hui aussi, en CHSCT, ils peuvent proposer, mais c'est toujours bien de le rappeler, hein, on ne peut pas imposer au président du CSE d'intégrer des points à l'ordre du jour. Hein, c'est juste une proposition d'inscription qui est faite. C'est le président qui décide, parce que c'est lui qui fixe l'ordre du jour complètement aujourd'hui. Euh, les personnes en charge des dossiers, elles sont prévues pour la formation spécialisée. On ne donne pas d'éléments sur le CSE. Voilà ce qu'il en est pour cette présidence. Et eh bien, ce que je vous disais, hein, c'est que par contre, à ce moment-là, super transition, Madame Salle, peu importe l'instance, en dehors du fait que, eh bien, on a des personnes qui sont compétentes pour les dossiers examinés en formation spécialisée, eh bien, on garde, voilà, Madame Salle, c'est qu'on garde aussi cette compétence pour comme il y avait en CHT ou en formation en CT, le fait de pouvoir convoquer des personnes qualifiées. Vous utilisez le mot convier, il est effectivement plus agréable à l'oreille, mais le texte nous dit convoquer des personnes qualifiées pour qu'elles soient inscrites, entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour. Alors, soit c'est le président qui veut que ces personnes qualifiées viennent, parce que c'est lui qui décide, soit parce que c'est les membres de l'instance qui lui demandent. Mais là aussi, on ne peut pas imposer au président du CSE ou de la formation spécialisée d'auditionner des personnes qualifiées. Vous voyez, hein, comme avant, enfin, c'est un peu une pratique qui a été faite de s'imposer un peu des personnes expertes. Mais là, non, il n'y a plus d'obligation sur ces points-là de convoquer une personne particulière. C'est eh bien, le fait de maintenant pouvoir faire une demande qu'un expert soit entendu. Voilà un petit peu sur ces éléments de fonctionnement et bien entendu, pas de grosses modifications sur le fonctionnement du CSE ou de la formation spécialisée puisqu'ils fonctionnent de la même façon. On a au moins une fois par trimestre une réunion donc, du CSE ou de la formation spécialisée. Soit c'est une convocation par le président du CSE ou de la formation spécialisée qui accompagne éventuellement sa convocation de l'ordre du jour, hein, enfin nécessairement plutôt, pas éventuellement, nécessairement. Et donc, au moins une fois par trimestre. Mais on a aussi une possibilité qu'au moins la moitié, au moins des représentants titulaires du personnel demandent à ce qu'on ait un CSE ou une formation spécialisée qui se réunissent. Et donc, à ce moment-là, eh bien, elle sera tenue dans un délai d'un mois maximum à la suite de cette demande particulière, en sachant que les pièces, c'est toujours les mêmes délais, hein, au moins dans les 15 jours, si une urgence 8 jours avant pour la convocation,
et la communication des pièces, hein, au moins 8 jours avant. Dans le cas où, à l'issue de la réunion, on n'a pas atteint le quorum, enfin, on n'a pas atteint le quorum pour la convocation de la réunion, vous le savez aussi, dans les 8 jours, on représente une nouvelle réunion. Dans un délai d'un mois maximum, on communique les éléments qui sont passés au sein de cette réunion parce que, même en l'absence à nouveau de quorum, l'avis qui est rendu en CSE, il est réputé avoir été rendu. De la même façon que si on a un vote défavorable unanime, là, cette fois-ci, on a une seule exigence de convoquer dans les 8 à 30 jours, hein, pas dans les 8 jours précis, dans les 8 à 30 jours, une nouvelle réunion qui devra aussi se réunir et dont l'avis sera réputé avoir été rendu. Vous demandez si la signature du secrétaire reste nécessaire sur les PV. Bien sûr qu'elle reste nécessaire sur les PV. Sur les PV pas sur l'ordre du jour, hein, mais sur le PV, le compte rendu, le procès-verbal de la réunion, bien entendu. Le secrétaire pose aussi sa signature dessus. Voilà un petit peu sur ce fonctionnement-là. CSE, formation spécialisée, c'est la même chose. C'est le même schéma. Et la fréquence des réunions est la même une fois par trimestre, ce qui n'est pas le cas dans les 2 autres versants de la fonction publique, mais allez savoir. J'ai arrêté de vouloir comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait des différences entre les 3 versants en termes de délai ou autre. Alors, je voudrais juste qu'on puisse revenir pour ces quelques minutes qui nous séparent de la fin sur la gestion des droits syndicaux. Alors, gestion des droits syndicaux, notamment droit à formation. Hein. Vous le savez, les membres titulaires et suppléants du CSE peuvent bénéficier d'une durée minimale de 5 jours de formation au cours de leur mandat pour leurs compétences CSE. Et la même chose pour les membres titulaires et suppléants de la formation spécialisée. Ils peuvent bénéficier d'une formation d'une durée minimale de 5 jours au cours de leur mandat. Ce qui veut dire qu'au final, si on est à la fois membre du CSE et de la formation spécialisée, ou qu'on est membre du CSE et qu'il n'y a pas de formation spécialisée, donc on a la compétence du CSE à la compétence en matière de formation spécialisée, on a le droit à 10 jours de formation. Les 2 durées s'additionnent. Si on n'est que en formation spécialisée, donc ce qui veut dire que si on n'est que en formation spécialisée, c'est qu'on n'est que suppléant de la formation spécialisée, parce que je vous rappelle que si on est titulaire de la formation spécialisée, c'est qu'on est nécessairement titulaire ou suppléant du CSE. Donc si on est donc suppléant en formation spécialisée, on a le droit qu'à 5 jours de formation. Et si on est en CSE, mais qu'on ne siège pas à la formation spécialisée, ce qui est tout à fait possible, on va avoir 5 jours dans le cadre CSE, mais on va aussi avoir 3 jours de formation en plus, donc 8 jours de formation, parce qu'on peut être susceptible d'avoir la compétence en matière d'hygiène et de sécurité. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, il y a des sujets qui vont être préemptés par le CSE alors qu'ils auraient pu relever de la formation spécialisée. Donc il faut quand même que le CSE ait la compétence, donc il faut quand même qu'ils soient formés, ces membres-là, même s'ils ne siègent pas en formation spécialisée. C'est pour ça que ça nous fait des durées de formation de 10 jours si on est dans les 2 ou si on est qu'en CSE et qu'il n'y a pas de formation spécialisée au sein de l'établissement, donc on est à moins de 200 agents, on est à 10 jours. Si on est qu'en formation spécialisée, on a 5 jours. Si on est en CSE et qu'on ne siège pas en formation spécialisée, on a le droit à 8 jours. En fait, vous voyez que là, c'est assez logique. C'est que soit vous avez la double compétence, soit vous avez qu'une seule des 2 compétences, soit vous êtes en CSE et vous pouvez hériter de certaines compétences de la formation spécialisée. Donc, vous avez un droit qui est un peu entre les 2. Voilà un petit peu ce qu'il en est pour ces éléments-là. En sachant, bien sûr, que on va avoir le congé de formation spécialisée qui peut faire l'objet d'une prise sur la durée de la formation CHSCT. Et ensuite, on a aussi tout ce qui est ASA, etc., qui va pouvoir être attribué aux représentants du personnel siégeant en formation spécialisée. Voilà ce que